Je m'appelle Nicolas Lupien, je suis un ex-employé de chez Shopify. Quand j'ai écrit cette présentation-là, en fait, j'étais encore employé, mais depuis avril-mai dernier, je démarre une nouvelle entreprise qui s'appelle Incoming Chat. Avant de commencer la présentation, je voudrais rendre une énorme main d'applaudissements pour ceux qui ont organisé l'événement. Pour avoir organisé des conférences tech et à Sherbrooke aussi, c'est beaucoup de travail. Alors, je lève mon chapeau. Un gros merci. Un gros merci à ceux qui sont déplacés. Un gros merci aussi à ceux qui viennent de l'extérieur de Sherbrooke pour la conférence aujourd'hui. Je vois beaucoup de nouvelles faces. C'est le fun. Je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Alors, c'est une présentation que j'ai déjà faite au Technodrinks de Sherbrooke aussi. Je vois quelques faces ici qui l'ont peut-être déjà vue. J'ai rajouté des gifs tantôt, j'avais un peu de temps, fait qu'au moins, ce ne sera pas la même chose. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des gifs à des endroits, ben c'est pour ça. OK. Alors, bon, la présentation, c'est sur comment que Shopify s'est replatformisé, c'est-à-dire qu'on a passé d'une plateforme à une autre plateforme et en gros, passé de Ruby on Rails à GraphQL et React. Alors, c'est une histoire qui commence en 2004, en fait, lorsque un groupe d'entrepreneurs veulent vendre des snowboards en ligne, mais se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment de logiciel de shop, là, de commerce en ligne, à part Yahoo Commerce, puis des choses comme ça qui ne sont pas encore sa coche. Et ben, il y en a un qui dit, ben moi, je connais un nouveau langage, un nouveau framework qui s'appelle Rails, et on pourrait le faire nous-mêmes. Ah oui, c'est là que j'avais mis un gif, j'ai oublié. J'ai pas dit que ça faisait du sens. OK, alors fast forward, 12 ans plus tard, en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que leur plateforme de commerce se vendait mieux que des snowboards. Et Shopify est devenu pas juste une plateforme de commerce en ligne, mais une plateforme de commerce tout court, en fait, de commerce partout. Donc, hors ligne, mais aussi hors ligne, dans les magasins, avec des POS, aussi sur les consoles de jeux vidéo, sur mobile, avec des card readers. Donc, vraiment une plateforme multicanale qui essaye d'être le système d'exploitation du commerce. Si vous ne connaissez pas Shopify, ça se peut, mais par contre, il y a des bonnes chances que vous ayez magasiné sur un shop qui utilise Shopify, parce que contrairement à Amazon, ce n'est pas un catalogue où est-ce qu'on brosse les produits. En fait, c'est un back-end qui permet aux brands de vendre sur leur site web. Vous connaissez probablement ici les autos Tesla. Il y a aussi GitHub, qui leur store, c'est sur Shopify, Strava, Subway. À Sherbrooke, on en a aussi, à quelques pas d'ici, il y a la boutique Le Coureur qui vend des souliers de course, qui viennent de faire la transition vers Shopify. Et c'est en 2016 aussi, dans cette histoire, qu'un jeune homme plein d'ambition et de passion pour le développement web décide de se joindre à cette belle aventure. En fait, je suis juste TDA, en fait, puis je ne veux juste pas rester à la même place tout le temps. Fait que je suis une place pilote. Arrive 2007 et cette belle aventure-là amène des challenges assez importants. C'est-à-dire un nouveau phénomène dans le commerce en ligne, c'est les influencers puis les pop stars commencent à vendre et à faire des flash sales. Il y a Kylie Jenner, en fait, qui était venue voir Shopify en leur disant « Je fais des ventes éclairs de quelques heures seulement où est-ce que mon stock s'écoule très rapidement, puis Amazon ne sont pas capables d'avoir la charge sur leur serveur. Est-ce que vous êtes capables, nous autres? » Fait que là, on s'est regardé puis on a dit « Tiens ma bière. » À quoi ressemblent les flash sales, en fait, sur la plateforme qu'on a bâtie pour être capable de ça? Un autre exemple, c'est le Black Friday Cyber Monday. C'est un événement qui s'en vient bientôt en novembre. En 2017, ça représentait 1 million de dollars ou plus d'1 million de dollars par pic par minute sur la plateforme. C'est l'équivalent de plus de 10 000 check-out par minute. Et du vendredi au lundi, en fait, c'est plus d'1 milliard de dollars qui ont transigé sur la plateforme. Fait que ça en fait là, de l'argent quand même. Puis, bon, derrière ça, en fait, les engineers ont bâti quelque chose qui doit être capable d'être assez solide pour avoir un pic de 80 000 requêtes par seconde. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà considéré une nouvelle technologie pour bâtir leur application, qui ont regardé puis qu'ils se sont dit Rails, c'est pas rapide, c'est du Ruby, c'est lent? Bien, si vous êtes partie de ces gens-là, puis que vous avez moins de 80 000 requêtes par seconde, je vous annonce que vous avez optimisé prématurément.
OK, donc ça, c'était la présentation de Shopify, de la croissance qu'ils ont eue. Je vais vous présenter maintenant le monolithe. Donc, l'application, je disais qu'elle est bâtie sur Rails. Il y a plusieurs raisons pour ça. Rails, c'est un ensemble aussi de doctrines qui va dicter différentes façons de programmer avec leur framework. Par exemple, le numéro 1, qui est l'Optimize for Programmer Happiness. Généralement, les gens qui développent sur Rails aiment beaucoup ça, contrairement à certains autres frameworks. Une des doctrines que je veux parler un peu plus en détail, en fait, c'est le progrès sur la stabilité. Le progrès sur la stabilité, c'est-à-dire l'adoption de nouvelles technologies dans le framework, à place de garder les anciennes, même si on doit briser la compatibilité. Donc, d'une version à l'autre, Rails ne garde pas nécessairement la compatibilité. C'est bien à avoir, mais ce n'est pas nécessaire. Des bons coups qui ont fait, donner un exemple, est-ce que vous connaissez SAS, les Syntactically Awesome Style Sheets, qui est un préprocesseur CSS aujourd'hui très, très utilisé? Lorsque c'était très nouveau, il y avait un pain de programmer du CSS dans une grande application. C'était assez terrible. Ça amenait une nouveauté, mais n'était pas stable. C'était nouveau. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Rails a décidé de l'implémenter comme premier first-class citizen dans leur framework. Ça a tenu la route. Aujourd'hui, ça, c'est très, très, très utilisé. Il y a eu des mauvais coups, CoffeeScript, par exemple. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir raison. Le progrès sur la stabilité aussi a fait en sorte que Rails est encore un framework qui est d'actualité aujourd'hui. Shopify avait été bâti il y a 12 ans sur la version 0.5, donc même pas la version 1.0, et elle a été migrée jusqu'à la dernière version 5.0. Maintenant, on est à la 6, mais au moment que j'ai fait les slides, c'était la 5. Et donc, Shopify est aussi la plus vieille application, peut-être la plus grande, ça on ne le sait pas, mais en termes de rétrocompatibilité qui a été migrée, on est la plus vieille qui existe. On voit aussi, je ne sais pas si c'est trop petit pour voir, là, il y a au-dessus d'1 million de lignes de code, au-dessus d'à peu près 50 000 tests dans l'application. Quand je parle d'un monolithe, c'est une seule application qui contient tout le code de Shopify. Est-ce une bonne chose? On va voir. Un des bons points d'un monolithe, c'est qu'on a migré le même code. On n'a pas eu à réécrire des parties, à en enlever, puis on a toute la même place, qui a tout le contrôle, où est-ce que tu prends l'application, tu la mets sur un serveur, tu pèses Start. Le drawback de ça, en fait, c'est pour scaler, on scale horizontalement. C'est-à-dire que si on veut plus de performance, il faut ajouter un autre serveur avec l'application dessus. Souvent, en termes de performance, ce n'est pas tout Shopify, toute l'application qui est lente, mais souvent, par exemple, le checkout, où est-ce qu'il fait face aux acheteurs qui essaient d'acheter frénétiquement leurs souliers de Jay-Z ou leurs cosmétiques de Kylie. Donc, copier-coller l'application sur des serveurs différents, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Si on regarde en 2016, ce n'est pas les vrais chiffres, mais c'est un peu un équivalent. Il y avait environ 80 serveurs. Chacun des serveurs ont des containers Docker. On contient plusieurs instances. Et lorsqu'on fait un déploiement, on envoie le code sur ces serveurs-là. Ils dupliquent les containers Docker, mettent ça à on. Quand tout est beau, on met le proxy, on change le proxy pour aller vers la nouvelle version et on shutdown l'ancienne. Le tout prend 10 minutes. En 2017, avec les flash sales et toute la charge qu'on a eue, on était rendu à 350 serveurs. Et ça monte vite. Par contre, orchestrer ça, on est à presque 2000 serveurs, 2000 conteneurs maintenant. S'il y en a un seul qui décide de ne pas booter pour un glitch quelconque, c'est 30 minutes qu'on a de perdu parce qu'il faut redémarrer, refaire le déploiement. Analyser un serveur sur les 2000, ça va prendre plus longtemps que juste faire un redeploy. Aussi, les lignes de code augmente de façon assez linéaire, et même plus que linéaire, parce que le nombre d'employés augmente aussi. Donc, on est vraiment dans une courbe, et l'application étant test-driven, chaque commit amène un test, et les tests, il y en a dans le screenshot que j'avais tantôt des lignes de code, on est à peu près à 50 000 tests. Rouler ça doit être parallélisé aussi dans des instances de Docker, et dans le screenshot ici, ça arrête à 127, mais il y en a encore plus que ça. Chaque carré vert est un instance d'un serveur parallèle qui roule des tests pour un déploiement. Pas un déploiement, un build, pardon. Donc, il y a les agents en haut, c'est 540,
c'est ce que la plateforme de BuildKite nous donne comme serveur pour rouler nos builds. Donc, il peut y avoir à peu près une dizaine de builds en parallèle qui peuvent être faites maximum. Un build prend, excusez-moi, runner l'intégration continue prend à peu près, c'est pas 13 minutes, là, à ce moment-là, ça prend à peu près 25 minutes. Si on fait un test, donc on programme quelque chose, notre test il passe, mais lorsqu'on le lance, on a brisé quelque chose sur un autre test, quelque chose d'autre. On a passé 20 minutes, une demi-heure à rouler nos tests. On doit fixer ce qu'on a fait et rerouler encore. On est encore à une autre demi-heure de plus. On est à 1 heure de perdu et une demi-heure le déploiement. Donc, si tout se passe bien, on a à peu près 1 heure et demie avant de pouvoir déployer ce qu'on travaille. De passer de 10 minutes un déploiement à 1 heure et demie, 2 heures, si tout va bien, c'est quelque chose qui est assez frustrant en fait, parce ça nous limite à faire à peu près un déploiement par jour par développeur, ce qui avant prenait 10 minutes, on se rappelle. Donc, plus à l'avance, plus c'est pénible. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un monolithe maintenant? On dirait qu'à un certain niveau, ça l'enlève de la productivité au lieu d'en ajouter. Pour expliquer comment se défaire de ce monolithe-là, on va comprendre un peu comment il a été bâti et je vais vous amener à c'est quoi les solutions puis comment ils ont été implémentées. Donc, le framework Rails est bâti sur le patron de conception MVC, modèle vue contrôleur. Vous êtes peut-être familier avec si vous faites du web. Les modèles représentent vos données, souvent persistantes, qui sont dans la base de données. Vos vues, c'est le HTML, c'est ce que l'utilisateur voit dans son navigateur. Puis le contrôleur, c'est souvent comme c'est la glue entre les deux qui va chercher les données puis qui les donne à la vue. Dans une application Rails ou même web, là, NVC, comment que ça fonctionne? C'est cette barre-là. Lorsqu'un navigateur appelle la page Order Index, qui est l'index des commandes, donc toutes les commandes pour un shop, il va appeler le contrôleur de Order et il va aller chercher les modèles Order dans la base de données. Jusque-là, tout va bien. Si tu fais ça pendant 10 ans de temps que tu rajoutes du code dans la même application, eh bien, tes modèles sont rendus avec des dizaines d'associations et tes vues sont rendues avec un spaghetti de templates en Rails qui s'appelle des partials. Des associations, ça rajoute des requêtes à la base de données, c'est pas rapide. Du template, c'est du string interpolation, c'est pas nécessairement rapide non plus, puis c'est les deux bouts qui grandissent dans l'application. Et à ce moment-là, j'ai même pris un screenshot des DevTools de Chrome. Ça montrait que la page Order Index de Shopify prenait 7 secondes à charger et transférait 3,5 MB. Donc, c'est c'est vraiment un monolithe qui s'est transformé en monstre. Bon, la première section, ça conclut la première section en fait du talk. Et le récapitulatif, c'est l'entreprise est en forte croissance. Il y a un énorme chiffre d'affaires qu'on a vu avec le Black Friday, Cyber Monday, puis les pop stars qui utilisent la plateforme. Par contre, le ligne de code augmente, le nombre d'employés augmente, les lignes de code augmentent, les déploiements deviennent lents et les serveurs ralentissent. Pour le développeur, la productivité s'en va. On est malheureux. Les choses doivent changer. Partie 2, bye bye MVC. OK, alors on a mis ensemble tous les cerveaux de Shopify. On s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire pour améliorer la situation, en fait. Et là, on a pensé, on devrait, au lieu d'avoir une composante, un folder models qui a tous les modèles, un folder controller puis views qui a tous les controllers et les views, on devrait séparer l'application en composantes. Garder le même code. Ce n'est pas réécrire une seule ligne de code, mais juste séparer ça de façon logique différente. Que l'équipe de Order Management s'occupe des modèles et des contrôleurs et des vues pour les orders. De l'équipe de Shipping s'occupe du MVC pour Shipping. Déjà, ça serait une première étape de créer des composants. On sortirait déjà du modèle du monolithe. Deuxième étape, unifier l'accès aux données, c'est-à-dire créer un protocole, au lieu d'avoir un contrôleur qui est ad hoc, qui est selon besoin, qu'est-ce que la vue a de besoin, elle demande à un contrôleur, de créer quelque chose qui est uniforme dans toute l'application pour accéder aux données, ce qui fait en sorte que ce soit un composant qui parle à un autre composant, que ce soit un API qui parle à notre serveur, ou que ce soit une vue en React ou en autre chose qui parle à notre serveur, que tout le monde parle le même langage.
La dernière étape, c'est créer une expérience utilisateur cohérente. Un spaghetti de template, ça ne marche pas. Donner un exemple simple, c'est s'il y a 15 classes CSS pour créer un bouton, je ne sais pas laquelle prendre, j'en crée une 16e, le problème s'empire. Bon, donc la première étape qui était de créer des composantes par composantes métier, c'est assez bien fait. On n'a pas eu à réécrire quoi que ce soit. On a juste bidouillé un peu avec le core de Rails, mais tout tient la route. Et le code est maintenant segmenté par composante. Ensuite, je vais faire une petite intro à GraphQL. C'est l'étape suivante, en fait, qui est d'unifier la couche d'accès aux données. GraphQL, c'est un langage de requête qui a été créé par Facebook en 2012, et qu'il utilise depuis 2012, et qui a été publié en 2015. Il y a eu une assez forte adoption en entreprise et Facebook ont fait la transition à la Linux Foundation. Donc, ce n'est plus un protocole qui est propriétaire à Facebook. Donc, c'est safe à utiliser pour ça. GraphQL, c'est une spec. Ce n'est pas une application ou une librairie. C'est vraiment une définition de ton échange de données et a besoin d'un transport. Dans le cas d'une application web, le transport, c'est HTTP. Si vous faites du web, vous savez qu'HTTP fait des get, des posts, différents verbes en fait pour son transport. Dans GraphQL, ça n'a pas d'importance. On peut modifier des données avec un get ou un post. Ça dépend de la librairie qui va utiliser GraphQL. GraphQL n'est qu'une spec. D'un côté, tu as le serveur. C'est de ce bord-là. OK, désolé. D'un côté, tu as le serveur qui va fournir un schéma de données. Et de l'autre côté, tu as les clients qui vont être web, mobile, mais aussi, ça peut être aussi un autre API qui va interroger ce schéma-là. Un schéma peut être aussi sur un client. Donc, le client peut aller parler à un data store qui se trouve sur le client aussi par GraphQL. Étant une spec, on peut juste implémenter le transport qu'on veut. La définition d'un schéma. Bon, GraphQL a un langage qui ressemble à de l'orienté objet. Pour définir un schéma, on a des interfaces et de la composition. En premier, on a un type picture. Ensuite, on a une interface identifiable. Et le type produit va implémenter l'interface identifiable et va être composé d'une picture. Des paramètres qui sont obligatoires ont un point d'exclamation. Les paramètres facultatifs n'ont pas de point d'exclamation. Dans Picture, on voit qu'il y a un paramètre size. Dans le fond, ça dit que si je demande une picture, je peux passer un paramètre qui va être la taille. Puis le serveur qui va résoudre cette requête-là va devoir prendre ce size-là, redimensionner la picture puis le redonner. Il y a aussi un concept de mots-clés de type qui sont root, comme le query root, c'est celui qui est en haut là, qui va être qui va faire la différence entre aller chercher une donnée et aller modifier des données. Toutes les queries doivent être implémentées par le serveur. Le query product doit être implémenté pour recevoir un ID, probablement aller voir dans la base de données, puis renvoyer un produit. Puis la requête product va renvoyer une liste de produits. On peut interroger ces requêtes-là en créant une requête sur le client, en disant « Ouvre le query root, donne-moi un produit » qui était dans le query root, je reviens en arrière. Fait que dans le query, on voit qu'il y a le mot-clé produit et on peut y passer le ID du produit qu'on veut. Et là, on utilise le schéma pour dire qu'est-ce qu'on veut aller chercher et on peut descendre dans l'arbre des compositions de cette façon-là. L'avantage, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui retourne avant. Le serveur va résoudre cette requête-là. Elle va faire le lien dans la base de données qu'il faut entre product et picture qui peuvent être dans deux tables différentes. Il va faire les requêtes à la base de données qu'il faut pour aller tout chercher puis le donner au client. Gros avantage que ça a, c'est que si j'ai juste besoin du nom d'un produit, je n'ai pas besoin de sa description et des autres paramètres d'un produit, je peux juste aller chercher son nom. Si en REST, par exemple, les produits puis les pictures sont dans deux ressources séparées, on doit faire deux requêtes AJAX différentes pour aller chercher toutes les propriétés du produit et aller chercher toutes les propriétés d'une image pour réussir à avoir le nom puis l'image d'un produit, en fait. Ce qui s'appelle du overfetching. On va chercher avec REST, l'API ne sait pas qu'est-ce que tu veux, il va tout te donner pour la ressource. Avec GraphQL, on peut aller spécifier exactement ce qu'on a besoin.
Bon, les autres possibilités, on a vu les queries. Je ne rentrerai pas en détail dans les autres possibilités, mais tu as les mutations qui permettent de modifier, supprimer ou créer des données. Les subscriptions, qui sont bien pratiques, qui permettent de le faire sur un transport qui est en temps réel. Par exemple, les WebSockets en web. On peut aller faire des requêtes et des mutations par WebSocket. Dans les systèmes de schéma, c'est très semblable à de l'orienté objet. Tu as des types, des interfaces, des enums, des unions et encore plus. Donc, ça donne ceci. Avec Shopify, on est rendu avec des composantes, un langage uniforme pour y accéder. Prochaine partie, la réactification. C'est la meilleure GIF que j'ai trouvée pour vrai pour parler de React. C'est une tortue qui avance vite. OK. Dans Rails, les templates, que j'avais la liste tantôt, les templates sont en RB, qui est du Embed Ruby. Ça permet de mettre des tags dans un autre langage, comme dans du HTML. C'est la même chose que du PHP, en fait, avec toute la splendeur qui vient avec. Donner une idée comment j'adore ce concept-là, voici une de mes pages préférées de l'application. C'est la page Fulfillment. Dans le concept d'un commerce en ligne, le fulfillment, c'est qu'on prend des commandes, on met les produits dans des boîtes, on met les shipping labels, puis on envoie la boîte à la poste. Et cette partie-là, en fait, va jouer avec toutes les composantes qui existent presque là, dans la plateforme de Shopify. Et il va avoir beaucoup d'interactions aussi avec des serveurs externes qui sont les carriers pour avoir les shipping labels. Jusque-là, c'est assez simple, mais la page scroll là, longtemps. Là, voici un exemple comme d'escroller de la page. En termes de HTML sur cette page-là, au niveau des interactions, si tu changes leur dimension, un poids, ça va recalculer les rates de UPS, de USPS, tout ça, que c'est des requêtes qui s'envoient à des third parties. Si on achète les shipping labels, c'est d'autres requêtes. Si un API, le carrier il est down, ce qui arrive souvent chez UPS, tout doit être géré à cette page-là. C'est vraiment une application en soi. Si on regarde le nombre de lignes de code, ça, c'est vraiment juste la partie ERB. Imaginez-vous 30 000 lignes de code HTML, de templates, qui renvoient ça. Et ça, c'est vraiment juste un compte que j'ai fait là, des ERBs. Tu as aussi la logique qui est partagée dans des helpers et dans le JavaScript que je n'ai pas compté. En soi, cette page-là, c'est une application en tant que telle. C'est un monstre aussi en soi. Comment on peut faire pour améliorer ça? Il existe probablement des techniques que juste ajouter du code dans l'app existante. Et c'est là que Shopify a une équipe de UX, de UI, qui s'appelle Polaris, qui ont pensé à des guidelines pour arriver à une solution. Ils se sont dit, on doit d'abord avoir des composantes UI qui sont réutilisables. Pas juste des helpers là, qui sont partagés dans des fichiers, mais avoir le même système qu'on a fait dans le back-end, qui sont des composantes. Avoir des lignes directrices de présentation et d'interaction. Les templates en Ruby, les partials, n'importe qui peut les appeler avec n'importe quel code. Il n'y a pas de validation de type. En fait, déjà en Ruby, qui est pas typé, il va accepter n'importe quoi comme même en JavaScript. Alors, on devrait forcer les composantes à définir qu'est-ce qu'ils veulent recevoir et comment que les développeurs doivent interagir avec ces composantes-là. Et aussi, établir un guide de design, c'est-à-dire pas créer le 16e bouton CSS, mais d'être capable d'avoir quelque chose qui est standard au travers de la plateforme. Bon, React s'est présenté comme une bonne solution pour résoudre ces problèmes-là, pour arriver à ces idéaux-là, pour ne pas parler de problèmes, mais plutôt des idéaux qu'on souhaite atteindre. En React, les composantes sont réutilisables. Sont partageables, on peut les mettre individuellement sur NPM, sont typés, dans le fond, tu peux même les faire en TypeScript qui va faire en sorte que les props, les propriétés que tu vas leur passer, tu vas être certain qu'ils vont être les bons types, et tu vas le savoir même à la compilation, donc avant même de déployer l'application. Chaque composant est standalone, donc inclut son HTML, son CSS, ses interactions, et va encore plus loin, donc inclure leur responsiveness, leur adaptabilité, leur accessibilité et encore. Et React a aussi une intégration de Apollo, qui est un espèce de batteries included pour GraphQL dans React
qui, personnellement, je trouve qu'il a été fait d'une façon assez élégante. C'est un exemple de composant Polaris. Si vous faites du web, si vous faites du React, vous avez probablement vu c'est rendu très, très, très populaire de faire des frameworks là, UI. GitHub en a un, puis Atlassian en a un. Bon, ça, c'est un exemple de celui de Shopify. La bannière qu'il y a là, en fait, est simplement appelée avec le mot-clé banner dans ton React, là, dans ton JSX, qui est la partie dans le React que tu codes comme du HTML mélangé avec du JavaScript. Mais la bannière va s'afficher comme s'affiche une bannière dans le reste de l'application. OnDismiss va permettre de gérer les interactions. Donc, on a les types, on a les interactions, on a le style, puis le slider qui est là permet de voir aussi comment il est adaptatif. On a un overall, quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. La page que je vous avais montrée, en fait, ça a été mon travail et mon dernier travail, en fait, chez Shopify, ça a été de la refaire avec GraphQL et en React. On passe de, je pense que j'avais 30 000 lignes de code à 4 000 lignes de code maintenant. Et au lieu d'avoir 200 templates de partager, on est à 13 composants, puis il n'y a aucun helpers là-dedans. Donc, du beau travail, beaucoup, beaucoup moins de lignes de code, beaucoup plus facile à gérer, et on peut s'imaginer que l'application maintenant peut grandir pour un autre 12 ans avant d'avoir d'autres problèmes là, de scaler du code, j'espère. Fait qu'overall, c'est de cette façon-là que Shopify s'est transformé de MVC à un système, à une plateforme maintenant pour les développeurs qui veulent l'utiliser. Est-ce qu'il me reste du temps? Oui. Cool. OK, parfait. J'ai été un peu plus vite. Je parle trop vite? Ça va? OK. Je vois des gros points d'interrogation. En fait, les gens n'ont rien compris. Non, OK. La dernière partie, c'est une partie bonus, il me restait du temps, fait que c'est parfait. Vous connaissez peut-être le motto de Facebook qui est « Move fast and break things ». Moi, j'aime beaucoup le terme qui a été créé par Zach Holman de GitHub, qui est « Move fast and break nothing ». Ça devrait être ça qu'on vise à la place. Je vais vous montrer comment on a passé en fait d'une plateforme à une autre, mais tout en continuant de recevoir des flash sales. Amener GraphQL chez Shopify, ça n'a pas pris 1 an, ça a pris plus que ça, mais il y a eu un BFCM, Noël, puis tout ça entre-temps, et plusieurs flash sales. Ça a été quelque chose qui a été graduel. Je vais vous montrer un peu comment on s'y est pris. C'est une technique assez simple, puis vous pouvez la ramener ça à votre travail si vous ne l'utilisez pas déjà. C'est le concept d'expérience parallèle ou de feature flag. En gros, lorsqu'on sort un nouveau feature, on crée une base de données qui s'appelle, une table dans la base de données qui s'appelle feature, par exemple, qui va faire une barrière dans le code. Le code il n'ira pas dans cette feature-là tant que dans la base de données, il n'y a pas un check qui est fait. Une fois que la barrière est créée dans le code, on crée notre API, on crée notre interface utilisateur et on démarre la transition. Comment que ça se fait chez Shopify? Ben, dans l'exemple d'un commerce, tu as une table qui s'appelle feature. Cette barre-là. Et tu as les shops de l'autre côté. Puis dans le milieu, tu as la table transitionnelle qui va dire est-ce que le shop a accès au feature, oui ou non. Et dans le code, ben, c'est une gate de cette façon-là. Si le shop a le feature d'enabler, fait quelque chose. Sinon, il ne va pas le faire. De cette façon-là, on peut créer une expérience qui est bêta, qui est seulement accessible pour certains shops. Et ce qui est bien, c'est lorsqu'on fait un rollout de quelque chose qui affecte des centaines de milliers de marchands, bien, on peut dire, avec un algorithme, trouve-moi 100 shops qui vont avoir cette expérience-là. Trouve-moi 1000 shops, 10 000, 20 000, 30 000, jusqu'à temps d'avoir assez de statistiques que tout va bien pour aller après ça à 100 %. Une fois que c'est à 100 %, on délite la barrière, on délite l'ancienne expérience et la nouvelle expérience remplace l'ancienne. Donc, c'est le concept de feature flag. Dans le cas d'une interface utilisateur, c'est plus difficile à faire parce que les gens accèdent à des URL et non à des places nécessairement dans le code. Si on fait une nouvelle page en React, on ne veut pas que ça soit une URL qui aille V2 sur l'URL. Ça se peut qu'on mette le feature à on, à off, ça se peut que la personne partage avec des bookmarks puis tout ça. À la place, on peut avoir un proxy qui va déterminer est-ce que le shop a accès au feature, oui ou non, puis il va envoyer à la bonne route
en fonction du feature flag. C'est la fin, en fait, le récapitulatif. Les lignes de code overall avec GraphQL et avec React, les lignes de code diminuent, les déploiements s'accélèrent, les serveurs performent plus, puis les développeurs, on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire rentrer au travail le matin et être productif. Merci. Je veux juste, avant les questions, dans le fond, juste faire un petit plug. Si vous aimez être productif, j'ai un podcast tout nouveau qui s'appelle lesproductifs.com. C'est avec un senior PM chez Shopify. On discute de technologie, de produits et on va assez en profondeur. C'est des longs épisodes qui durent 1 heure et demie. Et puis vous pouvez en savoir plus sur les technologies, autant chez Shopify que dans une startup comme celle que je suis en train de faire, qui utilise tous GraphQL et React. Parfait. Salut, je suis curieux Salut. à savoir, dans le fond, comment vous avez géré ça, dans le fond, au moment où tu fais le refact pour passer à la nouvelle plateforme, dans le fond, il y avait probablement des nouvelles demandes pour des nouvelles fonctionnalités dans ces pages existantes-là. Mais comment vous avez géré ça, dans le fond, le fait de migrer vers la nouvelle plateforme en même temps d'avoir des nouvelles fonctionnalités à développer, en fait? C'est une très bonne question. En fait, je vais juste la reformuler. Là. C'est en fait l'application évolue. Si on fait un refactor qui dure plusieurs mois, comment faire en sorte que l'app continue d'évoluer, mais que lorsque le refactor arrive, que toutes les fonctionnalités aussi soient là? C'est une très, très, très bonne question. C'est quelque chose qui est possible de faire lorsque tu as un grand volume de développeurs, en fait. Là. Tu fais une équipe, dans le fond, dans les composants qu'on avait faits, ça, je prends la composante commande, orders, comme j'avais tantôt, mais il y avait une équipe qui travaillait sur le GraphQL, puis chacune des features devait être faite en double, si on devait supporter l'ancien. Fait que beaucoup de features ont été décidées d'être délayées, d'être mis dans la version GraphQL seulement. Le gros avantage des GraphQL puis React, c'est que ça peut se faire. Dans le fond, tu peux intégrer une composante React dans une page qui existe déjà. Fait que des fois, si on voulait ajouter un nouveau feature, on pouvait le faire en React quand même et le mettre dans l'ancienne version. Donc, on joue un peu là-dessus, mais sinon, c'est ça. C'est le power d'avoir 4000 développeurs, c'est de dédoubler le travail. Là. Salut. Salut. Dans le fond, finalement, dans ta présentation, au final, tu as quand même encore un monolithe dans ton back-end, ou en tout cas à l'étape où ils sont rendus en ce moment. Est-ce qu'ils vont rester avec un monolithe ou est-ce qu'ils ont déjà passé à autre chose? Ouais. Si oui, quoi. Écoute, je te dirais, la première étape, c'est d'implémenter un interface pour comment que ces composantes-là se parlent. Parce qu'une fois que l'interface est mise en place, les composantes peuvent être maintenant n'importe où. Si la composante utilise un transport, ça veut dire que, disons que les composantes parlent entre elles en GraphQL, ça peut être sur le même serveur, mais ça peut être aussi par TCP sur un autre serveur. Donc, le fait d'avoir une interface puis le fait d'être uniforme permet d'éjecter, si on veut, un composant à n'importe quel moment. C'est quelque chose qui est très, très, très cool que GraphQL permet de faire, entre autres. Yes. Tu disais tantôt dans tes pains, tu avais à peu près une demi-heure de temps de build, une demi-heure de temps de deploy. À la fin, tu disais les serveurs performent. As-tu des métriques sur à quel point tous tes changements ont accéléré le setup? Laisse-moi y penser. Écoute, non, j'ai quitté justement avant la fin. J'ai travaillé beaucoup dans la partie shipping de ça et je sais que les prévisions de ce qui annonçait à ça, c'était immense en fait, le changement de ces métriques-là. La page de fulfillment que j'avais montrée tantôt, lorsqu'une dimension d'un produit changeait ou un produit changeait, n'importe quoi de la commande changeait, ça prenait 6 à 5 secondes le UI, faire toutes les requêtes Ajax, faire des background jobs, parler avec tous les carriers. Tout ça se fait instantanément avec GraphQL, puis on allait chercher du 1 à 2 secondes. C'est le seul métrique que je peux te donner. C'est beaucoup aussi la majeure différence que j'ai vue. C'est vrai qu'il y en a une au niveau serveur, mais la majeure différence que j'ai vue, c'est au niveau responsiveness du UI
que ça devenait terrible là, pour les marchands de passer d'une page à l'autre dans l'admin, de faire des opérations qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, juste à cause du nombre de codes derrière qui étaient exécutés lorsqu'une commande était faite. C'est arrivé d'avoir des boucles infinies là-dedans à cause qu'un order ne se parle pas à produit, les équipes, mais qu'à l'intérieur, il y a une récursion qui se fasse, là, tellement qu'il y a de lignes de code qui sont là-dedans. Là. Je suis désolé, ça répond peut-être pas tout à ta question. Là. Salut, c'était super comme présentation. Merci. Dans une de tes slides, tu présentais finalement que tu avais des problèmes au niveau que tu avais beaucoup de partials, puis tu avais aussi beaucoup d'associations. Ton problème d'association, finalement, as-tu été corrigé parce que ton GraphQL, finalement, tu pouvais cibler exactement les champs que tu voulais au lieu de tout avoir ton REST API qui donnait tout ton data? Tout à fait. Tu as fait d'autres choses, OK. Oui. Puis, donner un exemple un peu plus en profondeur aussi, tu viens d'ouvrir une porte là, que moi, je trouve que c'est la beauté de GraphQL. J'ai parlé beaucoup au niveau de l'interface web puis avec React, mais il y a aussi une grosse partie de Shopify, c'est un API. Dans le fond, toutes les plus gros stores de Shopify Plus utilisent beaucoup l'API. Donc, il y a une grande partie des serveurs en fait qui desservent l'API. Et dans REST, comme je disais, il faut que tu ailles chercher la ressource au complet. Tandis qu'en GraphQL, tu peux aller cibler qu'est-ce que tu as de besoin. Lorsque tu es un fournisseur d'API, puis que tu vois quelqu'un qui hit ton order index 15 fois par minute toute la journée, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Lorsque tu le vois qui hit l'order index pour avoir la liste des produits, pour aller chercher des images, pour mettre à jour son CDN ou quelque chose du genre, là, tu es capable de lui offrir une expérience qui est vraiment meilleure. GraphQL te permet d'avoir cette granularité-là, non seulement pour lui redonner la propriété qu'il a de besoin, mais pour comprendre aussi la personne qui utilise ton API, ou les personnes qui utilisent ton API, comment ils l'utilisent, de quelle façon tu l'utilises. Puis, je pense que dans le futur, avec l'utilisation de GraphQL par les grandes entreprises à ce jour, je pense que ça va permettre vraiment aux engineers, désolé tous les termes en anglais, mais de crafter, de bâtir des API qui répondent beaucoup plus aux besoins. Une autre question, dans le fond. Quand vous êtes 1000, 2000, 3000 développeurs, comment tu fais pour t'assurer que les autres connaissent les components, comme tu dis, qui existent, qui ont été développés? Par exemple, le banner ou whatever, la component. C'est une très, très bonne question. En fait, le partage de connaissances dans une entreprise de cette taille-là, c'est quelque chose de difficile. À part ça, il y a une question là-bas qui lève la main. Il veut vraiment, vraiment savoir. Par exemple, ta question est ciblée au niveau UX, UI, et ça, il y a une réponse, c'est de créer un style guide, dans le fond. Fait que au lieu de... dans le fond, regarde bien ça. Les programmeurs de Shopify, c'est les 4000, là, c'est pas 4000 les programmeurs, là, disons, sur les 4000, mettons 800 développeurs de Shopify, sont des développeurs Rails, OK? Qui du jour au lendemain doivent apprendre React. Déjà, les programmeurs Rails back-end sont moins friands du CSS et HTML et JavaScript. T'sais. Et là, doivent apprendre React, qui est un learning curve énorme. Le premier réflexe des gens vont être d'aller regarder est-ce que la composante existe déjà avant que j'aie besoin de le refaire. Simplement je dirais par paresse, mais aussi parce que c'est compliqué à rajouter un nouveau composant React là, dans ce système-là. Je te dirais qu'il y a une équipe qui s'appelle, qui est Polaris, qui a un peu le contrôle sur les composantes qui sont faites, et un style guide qui est agréable à consulter et à partager tout ça. Donc ça, c'en est une partie. L'autre partie, c'est de créer des advocates au sein même de l'entreprise. Vous connaissez peut-être le concept de developer advocate, mais écoute, il y en a dans l'entreprise. Fait qu'il y a des équipes dont leur rôle, c'est d'amener l'information aux autres équipes aussi. Je pense que je l'ai effleuré un petit peu, là, mais les peu de programmeurs Rails que je connais ne jurent que par Rails. Ouais. Dans une compagnie, justement, qui a possiblement 1000 programmeurs, puis qu'il y a une directive qui arrive comme ça de dire on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a eu de la réticence au changement? Puis comment est-ce que vous avez géré ça un peu? Écoute, Rails s'en va pas. Rails reste là. C'est un learning curve. Je pense que Shopify est un peu une star là-dedans. Puis je suis quand même triste d'avoir quitté parce que c'est une belle entreprise au niveau de la culture.
Shopify a des bootcamps à l'interne. Par exemple, ils ont un programme qui engage des gens qui ont laissé l'informatique de côté pour aller faire une autre profession ou des gens qui sont tard dans leur carrière et qui veulent. Ils ont un 6 mois qui sont sur une track, qui apprennent à l'interne. Donc, je te dirais que l'entreprise est vraiment comme compréhensive là-dessus sur l'apprentissage. J'avais montré au début la doctrine de Rails qui est, dans le fond, l'innovation avant la stabilité. Donc, c'est un peu aussi, quand tu dis les hardcore Rails, ben, ils ont ça en eux aussi, c'est-à-dire, c'est la raison que Rails est encore d'actualité aujourd'hui. Puis Rails se branche à GraphQL puis à React quand même. Là. Fait que ça reste quand même le core à ça, même si il n'est plus first class citizen comme il l'a été avant, mais je pense que c'est une bonne chose. Là. Est-ce que ça répond un peu à ta question? GraphQL, au niveau du back-end, j'ai bien compris comment au front-end, tu crées ta query, puis après ça, dans le fond, il te retourne ce que tu as demandé. Ouais. Au niveau du back-end, il faut que tu reparses la query, puis tu ailles chercher les bons morceaux. Fait que tu te fais comme un gros parser de l'autre bord où tu as des librairies pour faire ça. Oui, bonne question. J'en ai pas parlé dans le talk. Là. Je pense qu'une des raisons, c'est parce que c'est propre à chaque langage de programmation et de framework. Mais en gros, je vais quand même essayer d'y répondre avec Apollo, entre autres. Puis je pense que c'est quelque chose qui est répandu, c'est qu'on crée des resolvers. Fait que je crée mon resolvers pour produit, qui, lorsqu'il y a une requête pour produit, il renvoie un produit. L'affaire, c'est que la requête produit peut être dans une commande. Alors, la commande va appeler le resolvers de produit. Il peut être dans le query root, il va appeler le resolvers de produit à ce niveau-là. Un side effect, tu m'ouvres une porte aussi, là, je vais rajouter ça. Un side effect, ce qui fait que si produit est dans une boucle, donc dans une orders, ben ça va créer, si tu as programmé que ça va créer une requête SQL pour aller chercher un produit par ID, ben s'il est dans une collection, ça va faire une boucle qui va faire un nombre N de requêtes SQL, et ça, on ne veut pas ça. Alors, Facebook, l'inventeur de GraphQL, ben en fait, c'est un peu le side effect aussi de parser tes données dans un graphe lorsque dans ta base de données sont dans 2 dimensions. Ben, Facebook, ils ont créé un pattern, une librairie et un pattern, pour ça qui est Data Loaders, qui va cacher, dans le fond, tes queries que tu as faites, ou qui va attendre à la fin, qui va faire c'est quoi déjà le mot? Qui va t'envoyer une promesse, si on veut, là, pour du JavaScript, là, qui va t'envoyer une promesse de t'envoyer les données. Puis lorsque le resolver est fini, ben, il va aller faire une seule requête pour aller tout chercher. Fait que c'est de cette façon-là. Salut! Marche pas. Tu peux gueuler, je vais t'entendre. OK. Dans tout ça, ce serait quoi l'avantage d'utiliser REST over GraphQL? Oui, bonne question. Puis moi, j'adore GraphQL, puis je vouch pour GraphQL. C'est pas un golden hammer, dans le sens que c'est pas tous les cas qui s'adonnent à du GraphQL. Je pense pour un API simple, ça dépend de ton nombre de ressources REST que tu veux faire, puis leur lien qu'il y a entre eux. Moi, je pense qu'un petit API, tu n'es même pas obligé d'utiliser REST. Un moyen API, tu sais, REST, c'est correct. Je te dirais qu'il y a comme un overlap assez grand que REST et GraphQL vont faire une belle job tous les deux. Je pense à voix haute, là, mais je te dirais que si tu utilises un framework comme React dans ton front-end, tu as des gros avantages à utiliser GraphQL, juste à cause que la structure que ton front-end va appeler dans ton back-end, ça va évoluer. Tu vas avoir besoin d'aller chercher plusieurs ressources dans une même page. Puis c'est à ce moment-là, je pense que la différence se fait. Là. Oui? Admettons que tu as déjà un API REST puis que tu veux faire le switch à GraphQL, ouais. Tu t'estimerais ça à... Est-ce que c'est beaucoup de travail faire la migration? Ou... Écoute, dépendamment de comment tu as fait ton API REST puis du langage que tu utilises, tu as des librairies qui sont plug and play, qui vont wrapper ton API REST sur du GraphQL. Fait que tu peux l'avoir le jour 1. Par contre, tu vas avoir le même problème que je disais tantôt, parce que ton API est fait en N requêtes pour tes ressources. Alors, tu peux, le jour 1, avoir du GraphQL, puis après ça, ben, le jour 2, 3, 4, tu fine-tune ton API GraphQL en fonction de tes cas d'utilisation aussi.